Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Le proverbe qui me plaît le plus, c'est un proverbe sénégalais qui dit que tout mur est une porte. On a l'impression qu'un certain nombre de caractéristiques ou de données ou de conditions semblent être inextricables, comme son patrimoine ou la couleur de sa peau ou sa religion ou son origine géographique ou son origine culturelle. Ça peut sembler être des barrières. Eh bien, en l'occurrence, en creusant un petit peu et en élargissant son champ de vision, ça peut devenir un atout et un atout assez considérable. Après 22 ans d'expérience professionnelle, je peux te dire que ça m'a ouvert des portes incroyables. Et d'ailleurs, on parlera de la suite et tu verras que la suite est tout aussi excitante. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Anwar. Wa alaykoum salam. Comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Et toi? Ça va bien, écoute. Je reviens de vacances là, avec ma famille. Là, au moment où on enregistre l'interview, on est le 10 août. Et alhamdoulilah, tout va bien. T'as passé des vacances, toi, on en parlait juste avant. J'espère que très reposantes. Des vacances calmes et reposantes et quelque peu studieuses. Quand tu pars en vacances, toi, tu arrêtes tout à côté ou tu fais d'autres choses, tu continues à travailler sur le côté. Je travaille tous les matins. Je me lève beaucoup plus tôt que le reste de ma famille et je travaille entre 3 et 4 heures le matin, de Ok, telle sorte à pouvoir profiter de ma famille à partir de la fin de matinée jusqu'au soir. ok. Tu fais ça parce que tu es obligé de le faire ou c'est juste parce que tu aimes ton travail et que tu as envie de continuer? Les deux, les sociétés ne s'arrêtent jamais. Un proverbe syrien dit que la vie s'arrête, mais le travail ne s'arrête jamais. Eh bien, c'est tout à fait le cas. Et en l'occurrence, on en parlera, mais je gère plusieurs entreprises et forcément, les sollicitations sont nombreuses. Et puis, je ne te cache pas, c'est un aveu que j'adore ça. J'adore mes boîtes, j'adore leur activité, j'aime aussi passionnément mes collaborateurs et par conséquent, je reste à leur disposition en permanence. Et puis, servir les clients, c'est aussi une exigence d'excellence et par conséquent, je garde le fil en permanence. Voilà. C'est pas extrêmement contraignant si on a l'habitude de se lever tôt. Entre 6 heures du matin et 11 heures, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses si on est efficace. Bah écoute, comme tu dis, on va revenir sur tout ça, Inch'Allah. On va beaucoup parler de finance aujourd'hui. Anor, on va essayer de garder les choses un peu faciles à comprendre, vulgariser au maximum. Je te fais confiance sur ça. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous faire une courte présentation de... Bon, ça va être difficile de faire court, mais nous présenter un peu qui tu es, où tu habites, ce que tu fais de tes journées, etc. Oui, absolument. Bah, écoute, je vais commencer par le commencement. Moi, je suis arrivé en France après avoir vécu mon enfance et mon adolescence au Maroc. Donc, j'ai eu mon bac au lycée français de Rabat en 93. Et j'ai choisi, pour des raisons qui m'ont semblé évidentes à l'époque, de m'orienter vers une classe préparatoire en, en commerce. C'est ce qu'on appelait les classes préparatoires HEC à l'époque. Aujourd'hui, on appelle ça ECS. Pourquoi? Parce que j'aimais passionnément les maths, mais que j'aimais tout autant l'histoire, la philosophie, et puis un petit peu plus tard, la sociologie et les sciences politiques. Et par conséquent, il m'a semblé naturel de m'engager sur cette voie-là. Et donc, au terme d'une année de classe prépa, je suis rentré à l'école HEC. Donc, j'y ai passé 3 ans, mais je considérais que les études en école de commerce étaient un peu trop techniques et qu'il me manquait de la culture générale. Et par Mhm. conséquent, j'ai fait Sciences Po Paris en même temps, de telle sorte à lire des livres que je n'aurais pas eu l'occasion de lire par ailleurs. Et donc, en 98, j'ai fini HEC et Sciences Po. C'était un Et je double me dis, diplôme ou c'était inscrit à deux écoles séparées? je me suis inscrit à deux écoles séparément. J'ai passé le concours d'HEC, puis une année après, j'ai passé le concours de Sciences Po. J'ai fait D'accord. mes 2 années, puis ma troisième. Et je me suis orienté vers les relations internationales parce que ça me semblait en phase avec qui j'étais, dans le sens où j'avais une culture
très maghrébine, mais en même temps un goût prononcé pour tout ce qui se faisait en Occident, notamment les changements majeurs post-chute du mur. Et j'ai estimé que les relations internationales étaient intéressantes dans le sens où je me destinais à une carrière internationale, ce qui s'avérait être le cas après. Mais au terme d'HEC de Sciences Po, je me suis dit, je suis pas encore complètement prêt, euh, à la fois conceptuellement et techniquement. Et donc, j'ai passé le concours de l'École normale supérieure en D'accord. économie et en finance. Et c'est là que j'ai découvert cette fameuse finance pour laquelle j'ai un goût très prononcé. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est la seule chose que je sache faire vraiment. Donc, j'ai découvert la finance, j'ai passé l'agrégation. Je me destinais à la recherche, mais le sort en a décidé autrement, puisque pendant que je commençais ma thèse de doctorat en macroéconomie, qui est la voie naturelle après l'école normale supérieure, j'ai été contacté par une agence de notation qui s'appelle Standard Poor's Juste avant et de qui parler, avant m'a... de, je t'interromps, je suis désolé, je Oui, t'interromps. Juste pour un peu parler un peu de la partie éducation, de rester un peu dessus. Donc là, tu évoques banalement presque tes études. Donc je rappelle, tu as fait quand même, t'as cité trois grandes écoles, hein, HEC, Sciences Po et ENS, euh, où je pense que la plupart des personnes se suffiraient à faire une école, ils seraient déjà bien contents d'en faire une parmi ces grandes écoles, plus une agrégation derrière. Ça vient d'où ça? C'est naturel dans ta famille? Ça vient d'où cette volonté de faire des grandes études comme ça? Comment ça, c'est quoi ton histoire par rapport à ça? c'est c'est une, c'est une question intéressante. Oui, dans ma famille, il y a cette exigence du premier de la classe. Euh, Mhm. oui, à la fois du côté du papa et de la maman au Maroc. Mon père était particulièrement enclin à nous inviter à caracoler dans les premiers de la classe. Et donc, mon frère et moi, mais aussi ma cousine qui a vécu avec nous, Bouchra, on a tous été très fortement incités à faire preuve d'excellence scolaire. C'est une des exigences cardinales des parents à l'époque, dans les années 70, 80 et au début des années 90 au Maroc, oui. Ok. Et eux-mêmes étaient des gens qui avaient fait de longues études aussi. Absolument. L'un dans les sciences dures, donc la biologie, notamment la biologie végétale, et Mhm. donc ça c'est le papa, et la maman en lettres. Euh, et donc, oui, les deux ont des parcours d'exigence. Ouais. Tu aurais pu être excellent à faire juste une école. J'imagine que faire d'autres écoles, c'était pas quelque chose qui était demandé, qui était demandé de faire. Ça, c'est une volonté qui t'était propre. Oui, en arrivant dans un contexte très français et très parisien, j'insiste sur le côté parisien, parce que toutes ces écoles sont des écoles parisiennes, Mhm. je me suis rendu compte qu'il y avait dans cet environnement très parisien une exigence de sélectivité. Et donc, on le sait, hein, quand on arrive dans des parcours grandes écoles ou des choses comme ça, on voit bien le degré de sélectivité à l'entrée, mais aussi à la sortie. Et par conséquent, pour pouvoir prétendre à une carrière internationale, il faut pouvoir montrer des signes de sélectivité et de sélection. Et par conséquent, une école suffit largement, hein, c'est pas une exigence d'en accumuler plusieurs, mais dans mon cas particulier, pour poursuivre dans une carrière tantôt académique, hyper sélective, tantôt dans une carrière internationale, il fallait pouvoir montrer ce type de pédigré, ce type de sésame. Alors l'autre exigence, c'était de maîtriser les langues. Et Mhm. donc, j'ai quand même passé beaucoup de temps à la fois à HEC, à Sciences Po, beaucoup moins à Normal Sup, puisqu'à Normal Sup, on prépare l'agrégation, on n'a pas tellement le temps de s'occuper d'autre chose que ça, que du cursus, à parfaire les compétences linguistiques. Donc, dans mon cas d'espèce, c'était l'anglais, qui est absolument nécessaire à la fois dans la recherche et dans la finance, et puis l'arabe,
puisque c'était un instrument de différenciation assez radical vis-à-vis des concurrents potentiels. Mais ça aussi, on va en reparler. Ce qui, a priori, peut sembler être anodin devient, à mesure que le temps passe, à la fois une force et un élément de différenciation majeur. Très bien. Donc, je te laisse reprendre où tu en étais. Donc, tu parlais que tu avais rejoint l'entreprise Standard Poor's. Oui, oui, parce que il y avait deux trajectoires possibles au terme de l'école normale supérieure, une trajectoire académique, la recherche qui m'a toujours passionné. D'ailleurs, on en reparlera parce que la roue tourne et on revient toujours à ses premiers amours. C'est assez intéressant. La recherche académique, mais mon sujet de thèse ne me plaisait pas particulièrement. J'étais à la Maison des Sciences Éco à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui était la quatrième année de Normale Sup, et on m'a invité à travailler sur emploi public et chômage qui n'était pas un sujet particulièrement fascinant pour moi, qui m'intéressait davantage à l'économie du développement, encore une fois dans une perspective internationale. Et pour moi, le sujet qui était le plus intéressant dans une perspective à la Max Weber, hein, c'était un sujet du type les déterminants religieux et culturels de la croissance. Donc tu le vois déjà, il y avait une appétence particulière pour les sujets éthiques, pour les sujets religieux, pour les sujets culturels et les sujets transfrontaliers. Mhm. Mais la Maison des Sciences Éco de Paris 1 n'avait pas comme ligne éditoriale de proposer des sujets de ce type-là. C'est Mhm. plus des choses qu'on fait à Nanterre ou à la Sorbonne. Et donc, cette interdisciplinarité n'étant pas possible, quand Standard Poor's m'a proposé un job, et je vais te dire exactement lequel c'était, et tu verras que pour quelqu'un comme moi, c'était juste impossible de dire non. Donc, Standard Poor's, entreprise américaine, leader mondial de la notation financière, on en reparlera tout à l'heure si tu veux. Donc, Mhm. c'est de la finance de marché pur sucre, qui me dit la chose suivante, qui me dit, écoutez, Monsieur Hassoun, nous avons de plus en plus de clients au Moyen-Orient, des clients dans le monde arabe qui souhaitent obtenir une notation financière, donc une évaluation de leur qualité de crédit, de leur qualité de signature, hein. C'est comme sur TripAdvisor, quand un hôtel est noté 4 étoiles, c'est mieux qu'un hôtel qui est noté 3 étoiles. Et bien, c'est la même chose dans la finance. Lorsqu'une entreprise veut lever des fonds, eh bien, elle a une signature qui est plus ou moins bonne en fonction d'un certain nombre de critères, sa rentabilité, sa capitalisation, sa liquidité, son environnement macroéconomique, etc. Donc, c'est à la fois de la recherche appliquée et de la finance au sens strict, puisque c'est de l'analyse financière. Et on me dit c'est au Moyen-Orient et on a quelques clients, mais on voit arriver de plus en plus de demandes du Maghreb, de Turquie, du Golfe Persique, et on peut pousser la logique encore un peu plus loin géographiquement, du Pakistan, de Malaisie, d'Indonésie. Est-ce que ça vous intéresse? J'ai dit bingo, c'est exactement ce que je sais faire, et en plus dans une zone qui m'intéresse, en plus dans un environnement linguistique où je pourrais manier le français, puisque c'est la filiale française qui m'embauchait, l'anglais, puisque l'entreprise est américaine et que la langue de travail, c'est l'anglais, et l'arabe, puisque je serai amené à noter des banques, des compagnies d'assurance, des États, des entreprises, des transactions de titrisation dans le monde arabe. Mhm. Alors, tu imagines bien que à 24-25 ans, on te propose ça. Et quand j'ai vu le contrat, je me suis demandé s'il se foutait de ma gueule, passe-moi l'expression, s'il se moquait de moi quand il s'agissait de la rémunération. Je ne pensais Ouais. pas qu'à 25 ans, on puisse être rémunéré comme ça. Ouais. Donc, tout en un, et bien comme on dit trivialement, j'ai fait ni une ni deux. J'ai plié mes bagages de l'université et je suis allé rejoindre Standard Poor's pour m'occuper eh bien, de la notation des émetteurs arabes. Voilà. Tu peux nous rappeler comment tu as eu cette opportunité? Alors, j'ai fait quelques stages quand même dans ce long parcours de 8 ans sur les bancs de l'université. On était invité à faire des stages. Donc, j'ai fait un stage en négoce international à la BNP Paribas. C'était mon premier stage réellement opérationnel, dans le sens où on avait quand même des responsabilités pour des stagiaires en matière d'analyse crédit et de transactions. Donc le négoce international, qu'est-ce que c'est? C'est financer des opérations de commerce extérieur. Donc import-export, notamment de matières premières. Et là,
je suis tombé sur un bon camarade qui, lui, venait juste de finir le SCP, donc l'École supérieure de commerce de Paris, et qui avait trouvé son premier job dans ce département qui s'appelle Alexandre de Lestrange. Et on est devenus tout de suite très, très copains. Lui a continué à la BNP Paribas et il a rejoint Standard Poor's en tant qu'analyste. Et c'est Hmm. lui qui a eu vent du fait que Standard Poor's ouvrait un poste d'analyste junior sur le monde arabe. Il a tout de suite pensé à moi et ça a matché. Voilà. Et depuis, on est restés amis. Nos enfants sont amis. D'ailleurs, ils ont des trajectoires académiques et scolaires très, très similaires. Et on se voit encore beaucoup. Il est aujourd'hui au Crédit Agricole et il s'occupe de conseils en notation pour les clients qui souhaitent obtenir des notes de la part de Standard Poor's ou de Moody's ou de Fitch, les trois grands acteurs de la notation financière internationale. Donc voilà comment ça s'est fait en fait par amitié. Euh, D'accord. et c'est quelque chose que j'ai envie de dire à tout le monde, à toi, à tous ceux qui nous écoutent et aussi que c'est bien d'avoir des compétences, c'est bien d'avoir des diplômes, c'est bien d'être des machines de guerre intellectuelles, mais il faut aussi s'occuper des gens. Le Hmm. réseau, c'est très, très important, mais un réseau, c'est pas simplement des gens sur lesquels on peut compter. Il faut y mettre un peu d'émotion, il faut y mettre un petit peu de sincérité, et quand on a des amis sincères, on leur rend des services, ils vous renvoient l'appareil, et quand ça va bien, ils sont là, mais quand ça va mal, surtout, ils sont là aussi. Donc, j'ai envie de dire, première leçon de ces quelques 22 ans de carrière professionnelle, il est bon d'avoir des amis dans le business et pas simplement de séparer les deux mondes. Les deux mondes sont séquents, interreliés. C'est important, c'est très très important. On s'en rend pas compte quand on est un peu jeune, quand on a passé la barre des 40 ans, c'est fondamental. Ouais. Non, non, c'est clair, hein. D'ailleurs, l'un des grands atouts de ces grandes écoles-là, c'est qu'on se forme un réseau dès le début de personnes qui finiront dans des grosses entreprises et qui potentiellement pourront nous permettre, enfin, à leurs camarades de rejoindre ces grandes entreprises aussi. Le réseau, oui, c'est toujours, c'est important tout le long de la carrière, en fait, hein. C'est hyper important de maintenir ce réseau. Fondamental. Assoun, tu nous as parlé de ta première expérience professionnelle. Est-ce que tu avais une idée un peu de la carrière que tu voulais avoir, de la trajectoire que tu voulais avoir, ou c'était vraiment sur un concours de circonstances, tu as eu cette opportunité-là et puis tu as continué? J'aime à dire que, et ça va peut-être te surprendre, mais je n'ai jamais géré ma carrière. Il y a toujours eu des idées forces. Les idées forces, on peut les résumer en quelques-unes. Ma Mhm. compétence première, je la connais, c'est la finance. C'est là que je suis bon. J'en ai eu la claire conscience quand j'étais à l'école normale supérieure. Il y avait plusieurs matières, hein. Il y avait économie d'entreprise, macroéconomie, comptabilité, finance. Il me semblait évident à moi-même, à mes camarades de classe et à mes profs que c'était sur économie financière que j'avais des facilités naturelles, pour une Mhm. raison que j'ignore. Bon, je sais pas. Voilà. Donc, je savais que ce serait de toute façon dans l'industrie financière. Première ligne de force. Deuxième ligne de force, je savais aussi que ce serait une carrière internationale. Ça, c'est clair et net, que je ne me contenterai pas des frontières stricto sensu de l'Hexagone et même de l'Europe, qu'il fallait que ce soit réellement global dans des zones exotiques d'où je viens. Parce que Mhm. je tiens à ce lien transfrontalier et je tiens à un certain nombre de liens culturels. Deuxième ligne de force. Troisième ligne de force, je savais pertinemment que ma trajectoire ne serait pas rectiligne parce que depuis toujours, je m'intéresse à trop de choses pour avoir une carrière linéaire, c'est-à-dire rentrer dans une entreprise et y rester jusqu'à la retraite, ne faire que ça et de devenir l'expert d'une tête d'épingle. Ça Ouais. existe, hein? Et voilà. Mhm. Mais pour tout le reste, je dois t'avouer, cher ami, que non. Je me suis laissé porter par le vent en Mhm. espérant que la grâce viendrait de temps en temps se pencher, non pas sur mon berceau, mais en tout cas sur ma ligne de vie. Ouais. Et en s'en remettant à la grâce, alhamdulillah, après plusieurs années, euh, je peux dire que cette carrière m'a apporté, continue de m'apporter énormément de satisfaction. On peut parler de la Mhm. suite si tu veux, et tu verras qu'en fait, puisqu'on va parler de finances,
islamique. C'est mon expertise aujourd'hui. Ouais. J'y suis tombé dedans par hasard, hein. Hmm. Ouais, par hasard, mais c'est quelque chose que tu recherchais même au niveau de ta thèse. Tu évoquais le sujet, donc tu voulais travailler un peu dans le sujet tu évoquais l'éthique, la religion, enfin, je sais pas exactement c'était quoi le sujet, mais il y avait ces mots qui ressortaient. Donc Oui, tu c'était penchais un flou. peu de ce côté-là. Hmm. C'était flou. Quand je suis rentré chez S&P, c'était en septembre 2001, euh, je savais même pas que la finance islamique existait. Ouais. Je l'ai découvert parce que dans notre activité de notation, nous avons été approchés par une banque islamique, tout simplement. En l'occurrence, deux. Kuwait Finance House au Koweït. D'ailleurs, quand on lit le nom de cette banque, Kuwait Finance House, on ne se dit pas a priori que c'est une banque islamique. Hmm. Et puis une autre en Arabie Saoudite qui s'appelle toujours Al-Rashhi Bank, de la famille Al-Rashhi. Là non plus, on ne se doute pas que c'est une institution finance islamique. Or, Ouais. je reçois par email, après que les commerciaux ont signé le contrat de notation, je reçois les rapports annuels de ces banques et je commence à les feuilleter pour me faire Mhm. une idée déjà de la taille, du type de banque que c'est. Est-ce que ce sont des banques d'affaires, des banques commerciales, des banques de développement? Est-ce que ce sont des banques spécialisées, notamment dans la microfinance ou l'immobilier ou que sais-je? En l'occurrence, il s'agissait de banques universelles qui faisaient tous ces métiers, mais islamiques. Et je lisais leur bilan, et en lisant leur bilan, je ne comprenais pas les termes. Je vois des termes comme murabaha, ijara, istisna, salam. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je ne sais pas analyser ces choses-là. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et en continuant la lecture, parce que ça m'a immédiatement passionné, je me suis dit, des institutions financières qui parlent une langue qui n'est pas la langue internationale de la finance. On ne parle pas de dette, on ne parle pas de taux d'intérêt, on ne parle pas de tout ça. Il y a des termes Hmm. que je ne comprends pas, mais qu'est-ce que c'est? Et donc, je commence à lire. Évidemment, je vais sur Internet. Évidemment, je consulte la bibliothèque interne de Standard Poor's, mais je vais chercher à l'université et tout. Et je me rends compte de l'existence d'un monde extraordinaire, Ouais. la finance islamique. Et je commence, et je me rends compte qu'il y a très peu de choses en français. Il n'y a pas de livres, très peu d'articles, pas d'études, rien du tout. Et je Hmm. me suis dit, wow, mon expertise, elle est là. Je vais me spécialiser là. Ma tête d'épingle, c'est ça. C'est vrai que Et maintenant, donc, j'ai on en parle beaucoup plus, et encore, même maintenant, c'est pas hyper démocratisé en France, mais ça reste beaucoup plus connu. Enfin, je sais pas en 2000, mais j'imagine qu'on en parlait pas beaucoup de tout ça, voire pas on du n'en tout. parlait pas beaucoup. On n'en parlait pas beaucoup et les textes auxquels on avait accès, c'était des monographies, des descriptions. Il n'y avait rien de conceptuellement systématique, donc sur Hmm. les principes, les valeurs. On sait très bien aujourd'hui que la finance islamique repose sur un certain nombre de principes, il y en a cinq, sur un certain nombre de valeurs, on en a dénombré 20, 25, on le retrouve dans les canons du droit musulman, hein, donc les normes juridiques du droit musulman, mais tout ça, était l'affaire de quelques experts, de quelques jurisconsultes. Ce n'était pas une connaissance commune. Donc c'est très difficile d'accès. Et donc pour analyser ces institutions, eh ben, il fallait commencer par faire ce travail assez considérable de défrichement. Et ce Ouais. que j'ai fait en contribuant à démocratiser cette pratique dans la langue française, donc on a francisé un certain nombre de choses, et puis on a créé avec mon équipe un canevas analytique pour la notation des banques. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi des compagnies d'assurance qui faisaient de la finance islamique, qu'on appelle le TACAFUL. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des émissions obligataires. Qu'est-ce que c'est qu'une émission obligataire? Ben, c'est de la dette, hein, émises par les entreprises, non pas auprès des banques, mais auprès du marché financier, comme par exemple, on dit la dette française, la dette obligataire, ce sont des obligations émises par la République française. Eh bien, la Hmm. même chose dans les pays musulmans. Dubaï émet des C'est les obligations. soukouk, ça? Exactement, Ouais. exactement. Mais moi, soukouk, je ne savais pas ce que c'était. Tu Hmm. vois, il y a 20 ans, on m'a dit, il faut noter des soukouks. On a reçu une demande pour une notation de soukouk à Dubaï. Je dis, mais les soukouks, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, comment ça Hmm. marche? Et pourquoi ce sont des transactions de titrisation? Pourquoi Dubaï n'émet pas des soukouks en tant que tels? Ben, en fait, on ne peut pas. Parce que les principes de la finance islamique imposent que toute transaction de finance islamique soit adossée à un actif tangible. Donc, pour émettre des soukouks, pour émettre de la dette, il faut un actif qui lui-même Hmm. est conforme au droit musulman. Donc maintenant, c'est facile à dire, mais quand moi j'ai commencé à 25 ans chez Standard Poor's, bah, tout ça, je ne connaissais pas. Tu n'avais Et aucune donc, idée de ce qui était rien du licite, tout. illicite en finance, quoi. Et tu sais quoi, mon ami? À l'intérieur de Standard Poor's, à l'époque, on était quoi? 3500 analystes. Aujourd'hui, ils sont
6 000 ou 7 000. Sur les Mhm. 3 500 collègues analystes, hein, bah, c'est parce qu'il y avait toutes les fonctions support, il y avait l'IT, il y avait la conformité, il y avait les commerciaux, les managers, tout ça. Il n'y avait pas un seul de mes 3 500 collègues qui put m'aider. Mhm. J'étais seul avec mon équipe, on pataugeait. Et donc, j'ai demandé à mon employeur de m'autoriser en me donnant des ressources, à la fois en termes de temps et en termes de ressources budgétaires, pour me former. Et donc, Ouais. j'ai passé énormément de temps dans les pays musulmans, les pays d'organisation de coopération islamique, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Égypte, en Turquie, dans le Golfe, pour essayer de rencontrer un maximum d'institutions enracinées dans ce compartiment éthique de la finance internationale pour apprendre à leur contact. Pas Mhm. simplement de manière livresque, mais de manière pratique. Et j'en avais la légitimité puisque je m'occupais du Moyen-Orient et que je parlais arabe et que je suis musulman et que. Et donc, tout ce qui, dans un environnement franco-occidental, pouvait paraître comme exotique et pas forcément monétisable ou que sais-je, dans un environnement international comme celui-ci, devient immédiatement une source de légitimité et de crédibilité, et ensuite d'expertise, et donc enfin de rareté. Et Mhm. c'est ce que j'ai envie de te dire à toi et aussi à tous tes auditeurs loyaux et fidèles, que le proverbe qui me plaît le plus, c'est un proverbe sénégalais qui dit que tout mur est une porte. On a l'impression qu'un certain nombre de caractéristiques ou de données ou de conditions semblent être inextricables, comme son patrimoine ou la couleur de sa peau ou sa religion ou son origine géographique ou son origine culturelle. Ça peut sembler être des barrières. Eh bien, en l'occurrence, en creusant un petit peu et en élargissant son champ de vision, ça peut devenir un atout et un atout assez considérable. Après 22 ans d'expérience professionnelle, je peux te dire que ça m'a ouvert des portes incroyables. Et d'ailleurs, on parlera de la suite et tu verras que la suite est tout aussi excitante. Ce que tu dis là, c'est hyper important en fait. C'est quelque chose dont on s'en rend pas compte. J'ai l'impression qu'on s'en rend compte que lorsqu'on s'ouvre à l'international, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Mais est-ce que c'est possible de découvrir ça si on reste fermé pas sur le territoire français ou européen, enfin un peu moins ouvert, on va dire. Parce que moi, des fois, j'ai l'impression que ça, tu peux le découvrir que si tu es à l'étranger, en fait, ou que tu as une À exposition à l'étranger. l'étranger, soit à l'étranger, et donc moi j'encourage tout le monde à courir le monde. Ça, c'est il y a de deuxième leçon, hein. La première, on l'a déjà vu tout à l'heure, le réseau, l'importance de l'humain et du contact, et donc de l'ouverture à la fois émotionnelle et intellectuelle. Il faut s'ouvrir, c'est fondamental. La deuxième leçon, c'est que j'encourage tout le monde à un moment ou à un autre de leur trajectoire personnelle, intellectuelle, mentale, spirituelle ou géographique à voyager, soit par une expérience de pensée, via la lecture, la littérature, la science ou autre, soit physiquement, pour les vacances, et pas simplement pour bronzer au soleil et goûter à la nature et au plaisir de la vie, mais réellement en s'engageant intellectuellement, émotionnellement, culturellement avec les autres, Hmm. soit dans un contexte professionnel. Et c'est ce que je dirais à tous les plus jeunes d'entre tes auditeurs, c'est d'apprendre des langues. Et c'est fondamental. On ne peut pas aborder la culture russe ou chinoise ou orientale, moyen-orientale, africaine sans apprendre des langues. Il faut s'y mettre. L'anglais est nécessaire, mais pas que. Et puis, parfois, sans même bouger de chez soi, à Paris, à Lyon, à Strasbourg ou ailleurs, laisser venir à soi les opportunités internationales. L'étranger, le, le métèque, au sens noble du terme, hein, au sens d'Aristote, s'invite toujours à sa porte. On a toujours un fournisseur, un client, un avocat, une banque d'affaires, un, un intermédiaire qui est directement ou indirectement lié à du transfrontalier et de l'international. Il ne faut pas s'y couper. Il ne faut pas se dire, ah ben non, mon anglais n'est pas suffisamment bon, donc je ne vais pas m'humilier en baragouinant les 500 mots de l'anglais business. Enfin, 500 mots, ben 1000, 1500, 2000, comprendre la syntaxe, regarder des films sur Netflix en anglais et avancer.
Et là, Mhm. tout ce qui semblait être une contrainte, tout ce qui semblait être une peine, eh bien, se transforme en ressource. Tout mur est une porte. Tout mur est une porte. C'est bien retenu. Je te propose du coup de continuer de parler un peu de ton expérience. Tu as beaucoup d'expérience, machallah, donc on va essayer de faire pas trop long. Est-ce que tu peux en condenser, essayer de nous raconter un peu enfin, le reste de ton parcours et spécialement tes différentes entreprises actuelles? Oui, oui. Alors, c'est très intéressant. J'ai passé 7 ans chez Standard Poor's et évidemment, comme Standard Poor's a eu le nez creux en nous donnant les clés du Moyen-Orient et les clés de la finance islamique, les concurrents Moody's et Fitch étaient un peu à la traîne. Et donc, au bout de 7 ans, le portefeuille de notation qui était le nôtre dans le monde de la finance islamique et au Moyen-Orient est passé de 11 notes. Quand je suis arrivé, on avait 11 clients dans le monde arabe à 150. Mhm. Donc un peu plus de fois 10. Et donc les concurrents, face à ça, se sont dit, bon, il y a deux options. Soit stratégie du MeToo, moi aussi, bah, je vais recruter une équipe, Moyen-Orient, monde arabe, et puis en voiture Simone, on va à la conquête du monde arabe sur le secteur de la notation. Soit la stratégie du pouch. Pouch, ça veut dire acquérir bah, l'équipe de Standard Poor's. Donc Moody's est venu me voir en me disant, bah écoute, voilà, tu as passé 7 ans chez S&P, tu as fait un peu le tour. Il n'est pas absolument certain que tu sois complètement à l'aise dans l'organisation très militaire. Hein. Standard Poor's, c'est une bureaucratie militaire. Viens chez Mhm. nous, on est un petit peu plus banque d'affaires, beaucoup plus flexible, c'est vrai. Moody's est une institution qui fait le même métier, hein, la notation financière, mais beaucoup plus souple. Donc, on te propose la même chose à un meilleur tarif. Viens chez nous, fais pareil, et puis éclate-toi. Et je me suis dit, allez, chiche, nouveau challenge, on va faire la même chose chez Moody's. Alors évidemment, au passage, les responsabilités beaucoup plus larges, un territoire géographique plus large, et puis surtout une parfaite liberté d'action en termes de public. J'ai jamais autant publié de ma vie que quand j'étais chez Moody's. Quand je suis parti de Moody's quelques années plus tard, je faisais une conférence par semaine. J'ai fait 52 conférences dans l'année. Et j'ai publié 11 papiers de recherche avec une couverture en portefeuille de plus de 100 noms, mon équipe et Mhm. moi. Donc c'était extraordinaire, extraordinaire. Et alors, ça a duré 3 ans, et je vais te dire pourquoi. Je vais aller un peu plus vite sur la suite, puisqu'ensuite tout s'accélère. Ça a duré 3 ans, puisque euh, j'ai proposé à Moody's, je suis africain, hein, je viens du Maroc, hein, j'ai proposé à Moody's qu'on ouvre une agence de notation en Afrique. Pour compléter un peu l'histoire moyen-orientale, je me suis dit la prochaine étape de l'émergence de la notation, c'est l'Afrique. Et donc, j'aimerais bien faire une agence de notation en Afrique, d'autant plus que j'ai été contacté par un de mes vieux amis, Seydina Tandian, un Sénégalais, qui m'a proposé qu'on le fasse ensemble, Moody's et lui en tandem, lui parce qu'il connaît bien le terrain et Moody's parce que la marque, parce que le savoir-faire, etc. Et comme on était en pleine crise financière, là je te parle de 2011, on était en pleine crise financière et Moody's avait d'autres chats à fouetter. Ils m'ont dit très clairement, c'est une excellente idée, on te soutient, mais il faudra attendre un petit peu. Et quand un employeur te dit il faudra attendre un petit peu, tu sais quand ça commence, tu sais jamais quand ça finit l'attente. Et moi, Ouais. j'avais pas mal de choses à faire. Et puis, tout un tas de concours de circonstances. J'ai été contacté par l'équipe de Hervé Morin, euh, qui était ministre de la Défense à l'époque et qui se lançait dans la campagne présidentielle. Je me suis dit, tiens, faire une petite campagne présidentielle pour un candidat qui n'a aucune chance d'être élu, mais pour voir comment ça se passe de l'intérieur et tout, tiens, pourquoi pas. Et puis en même temps, je me disais, tiens, Paris, j'en ai un peu marre, j'ai envie de partir justement à Dubaï pour voir ce qui s'y passe. Euh, Au terme de la campagne présidentielle, eh bien, j'irai bien du côté de Dubaï. Donc j'ai déposé mon CV auprès d'un certain nombre d'amis qui l'ont fait passer à des chasseurs de tête à Dubaï, etc. J'y ai plus tellement pensé, puisque la campagne présidentielle battait son plein et que mon ami Seydina Tandian au Sénégal m'a demandé de rédiger les méthodologies, les procédures d'une future agence de notation à créer en Afrique, sans Moody's, juste tout seul. Donc j'avais 3 choses à faire. Je résume, créer une agence de notation avec mon ami Seydina Tandian à Dakar, me lancer dans une activité de conseil à un candidat à la présidence de la République en France et m'intéresser au marché de l'emploi à Dubaï.
Alors, Ok. l'année passe, l'année 2011-2012 passe. Évidemment, Hervé Morin ne va pas au bout de la campagne puisqu'il est crédité de moins de 5% d'intention de vote. Mais bon, il s'est fait un nom. Et moi, j'ai fait partie de ça avec Cavada, etc. C'était très, 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 très sympa, très marrant. Au bout d'un an, j'ai fini la rédaction des méthodologies, des procédures et des processus pour la future agence de notation à agréer au Sénégal, puisque le cadre réglementaire le permet. Et puis, comme un bonheur n'arrive jamais seul, je suis contacté par un recruteur installé à Dubaï qui me dit la chose suivante. Et là, on est au milieu de l'année 2012, donc une année après ma démission de chez Moody's. Et il me dit, écoute, il y a à Dubaï une banque très intéressante, qui est une banque japonaise, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, donc c'est Bank of Tokyo, Mhm. qui cherche pour l'activité Moyen-Orient, donc Moyen-Orient élargi, hein, ça va du Maroc jusqu'au Pakistan, euh, une personne avec des compétences un peu particulières, puisqu'il y a une double casquette. On demande quelqu'un qui soit à l'aise dans la recherche économique et financière, donc typiquement ce que je faisais chez Standard Poor's et Moody's, mais Mhm. qui en plus connaissent la finance islamique et qui soit prêt à créer la fenêtre islamique de Bank of Tokyo au Moyen-Orient, parce que bientôt, Bank of Tokyo va célébrer ses 100 ans de présence dans le monde arabe. Et pour le centenaire, la banque aimerait bien créer une activité de finance islamique. Ok. Et moi, j'ai dit à cette personne, mais bingo, bingo. Donc je vais à Dubaï passer les entretiens avec Bank of Tokyo, je rencontre tout le monde. Et tout de suite, ils me disent, avant même la fin des entretiens, ils me disent, non, mais écoute, c'est bon, on a trouvé la personne qu'il nous faut, c'est toi. Tu coches absolument toutes les cases et même plus. Et donc, je dis à ma famille pendant l'été, donc c'était, je me rappelle, c'était au mois de juillet, on était dans le sud de la France, il faisait très très chaud, et je reçois mon contrat de Bank of Tokyo. Ils étaient déjà informés puisqu'ils m'ont partir faire les entretiens, ils m'ont dit voilà, ça vous dit d'aller à Dubaï. Et tout le monde m'a dit oui. Et donc, en octobre 2012, on était installé à Dubaï et je commençais mon activité chez Bank of Tokyo où je suis resté 3 ans, où j'ai remis en ordre leur recherche. Donc, la recherche appliquée à l'intérieur de la banque. Une banque ne fait pas crédit n'importe comment, elle fait crédit sur la base d'informations analysées, retraitées. Et puis, j'ai créé la fenêtre islamique de Bank of Tokyo Mitsubishi. Voilà. Et donc, j'ai quitté Dubaï en 2015, fort de toutes ces expériences extrêmement riches. J'ai toujours voulu mettre un pied dans la banque, donc ça a été fait. Et là, et c'est là que j'ai enfin décidé de voler de mes propres ailes. Et donc, à partir de 2015, je me suis dit, voilà, euh, il est temps pour moi. Voilà, j'ai 40 ans, pile poil, parce que je suis né en 1975, donc 2015, j'ai 40 ans. Il s'agit maintenant pour moi de créer mes propres activités. L'agence de Mhm. notation en Afrique était lancée, elle était rentable, et donc j'ai accepté le poste de directeur du crédit, moi, Seydina étant directeur général. J'ai monté une société de conseil qui s'appelait Risk Group avec mon ami Amar Dabour qui maintenant s'appelle LTexis. Et Ok. puis j'ai créé ma holding à Dubaï pour toutes les autres activités, notamment les activités de levée de fonds. Levée de fonds en dette, levée de fonds en equity. Donc j'avais 3 entreprises, LTexis, société de conseil, Wara, West Africa Rating Agency, l'agence de notation, et puis, ma holding à Dubaï pour les levées de fonds, fundraising, comme on dit en bon français. Et ce qui est intéressant, c'est Mhm. que la société de conseil, c'est une société de conseil en finance islamique, elle ne fait que ça. Eh bien, on a appris, puisque en sortant de la banque, bah, on est immédiatement sollicité par tout un tas de contreparties, des États, des banques, des compagnies d'assurance, pour des émissions de sukuk, pour du conseil en finance islamique, pour ceci, pour cela. Et voilà, je fais ça depuis 2015, ces trois activités. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce laps de temps, mon ami Kader Merbou, qui lui est dans le monde de l'éducation, m'a approché pour me dire, tiens, j'aimerais bien créer un master de finance islamique à Paris-Dauphine. Est-ce que tu veux Mhm. le faire avec moi et y enseigner? Et on l'a fait pendant 10 ans. Et aujourd'hui, on a transposé ce master de finance islamique dans une petite école de commerce parisienne qui s'appelle Financia Business School, toujours avec Kader Merbou. Et ça fait 11 ans
qu'on gère ce master de finance islamique et je dirige le laboratoire de recherche de Financia Business School où tous les semestres, nous publions des articles en économie et en finance. Donc encore une fois, on revient à la case départ, à savoir la recherche appliquée. Ça a été toujours le truc. Et donc le troisième, je dirais, la troisième leçon à tirer de tout ça, euh, donc la première, c'est le réseau. La deuxième, tout mur est une porte. Troisième, c'est ne jamais négliger ses premières amours, puisqu'elles finissent toujours par vous rattraper. Si vous avez le goût de quelque chose, il faut garder un pied dans ce quelque chose. Moi, j'ai le goût de la recherche, de la spéculation intellectuelle, et par conséquent, euh, voilà, on m'a proposé de prendre le labo, la direction du labo, de recherche, je l'ai prise. Aussi simple que. Cette école, Financial Business School, je pensais qu'elle avait ouvert il y a 3 4 ans ou 2 3 ans, non? Peut-être ça Oui, a changé de oui, nom. oui, oui. Ouais. Oui, oui, non, non, c'est une banque, c'est une école de commerce spécialisée en finance qui a quelques années d'existence et qui a fait le pari de la finance islamique. Et bien lui en a pris, puisque ce master aujourd'hui est considéré comme l'un des tout meilleurs masters de finance islamique au monde. Ah bon? Carrément? Oui, 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 oui. Comment on base, en fait, savoir si un master est parmi les premiers au monde? C'est basé C'est sur très quoi? simple. C'est Mhm. très simple. Les recrutements au terme du master et les salaires de sortie. Donc, quand on Mhm. voit, nous, on a formé avec Kader, en moyenne, c'était 25 étudiants par promotion sur 10 ans. Donc, on a formé 250 personnes. Il suffit de faire une petite démographie, de savoir qui fait quoi et où. Donc, Mhm. nous avons des anciens qui sont à la Banque islamique de développement, qui sont à la Banque mondiale, qui sont chez KPMG, Ernst Young, Deloitte, Total, Société Générale, BNP, la Banque centrale du Maroc, la Banque centrale de Tunisie. Voilà, et quand on voit leur trajectoire, c'est-à-dire les responsabilités qu'ils ont à leur âge et leur niveau de package salarial annuel, bah, on n'a vraiment pas à rougir. On Mhm. n'a vraiment pas à rougir. C'est marrant ça, on s'imaginerait pas que l'éducation en finance islamique prospérerait autant en France, là où la finance islamique ne prospère pas spécialement par rapport à des pays comme l'Angleterre ou d'autres pays en Occident ou au Moyen-Orient. C'est intéressant. Il y a encore une French touch en termes en termes de formation et d'éducation supérieure, qui est sans commune mesure avec ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Pour une raison simple, c'est que le coût d'accès à, à l'enseignement supérieur en France est bien inférieur à celui que l'on trouve dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, ça coûte extrêmement cher de se former au-delà de la licence. En France, ça Mhm. reste accessible. Et par conséquent, on a une tendance à former des gens de très très haut niveau pour un prix moindre, ce qui est encore aujourd'hui, espérons que ça continue, une des marques de fabrique de l'économie française. Mhm. Alors justement, tu nous as parlé un peu de ton impact qui tourne autour de toujours de la finance islamique dans tes différentes activités. Tu vis en France, mais la plupart de tes activités sont à l'étranger. J'ai l'impression, hein, si tu me corriges si je me trompe. Pour toi, c'est quoi l'avenir de la finance islamique en France? Alors, je réponds à la première remarque, qui est une question déguisée, puis ensuite je parlerai Hmm. de la seconde. 95% de mes clients dans le groupe, que ce soit en conseil, en notation ou en levée de fonds, euh, sont à l'international. J'ai Hmm. très très peu de clients français pour des raisons simples, hein. Mon agence de notation est agréée en Afrique, donc les clients sont africains. Ma holding est aux Émirats Arabes Unis. Les levées de fonds se font essentiellement dans la zone IMIA, Europe, Middle East, Africa. Mais c'est surtout Middle East, Africa. Là, on est en train de travailler sur deux dossiers, l'un au Sénégal et l'autre en Côte d'Ivoire. Voilà. Et Ouais. puis sur la partie conseil pur, oui, là j'ai quelques clients en France et en Europe, mais la plupart de mes clients sont en ce moment, à l'heure où on parle, essentiellement au Maghreb, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Voilà, donc c'est un prisme très très panafricain en l'occurrence. Alors, Mhm. sur la deuxième question, l'avenir de la finance islamique en France et en Europe. Euh, je ne pense pas, et on a beaucoup travaillé avec mes étudiants sur ce sujet-là, je ne pense pas que la finance islamique en France et en Europe puisse émerger à partir des institutions existantes.
C'est-à-dire que les institutions existantes ont leurs propres contraintes, notamment euh, le fait de ne pas proposer des services de nature affinitaire, le fait de ne pas vouloir promouvoir une apparence de communautarisme et le fait de gérer leur image, qui est une image euh, universelle. Et donc, je ne pense pas, sinon ça aurait déjà été fait, que les institutions de la place vont développer de manière industrielle des solutions de finance islamique pour les musulmans d'Europe. Ça vaut pour l'Europe, ça vaut pour la France. Donc, à mon avis, Quand la tu parles des seule... institutions, je t'interromps, quand tu parles d'institutions actuelles, tu parles des quelques rares institutions islamiques qu'il y a en France ou tu parles Non, non, je parle des des grandes banques. banques, tout ça, ouais. Ouais, Ok, ouais, tu parles des des grandes banques banques et des grandes actuelles. compagnies. Ouais, ouais, Hmm, elles vont pas le faire. Elles vont pas le faire. Par conséquent, si on veut une finance islamique industrielle, c'est-à-dire de grande taille, avec des coûts compétitifs et un service de bonne qualité, on ne peut voir en Europe et en France que l'émergence de ce qu'on appelle un pure player, c'est-à-dire une entité qui ne ferait que ça parce qu'elle n'a pas d'héritage local, conventionnel, qu'elle traînerait comme un boulet. Et donc, hmm, Et donc, il faut pouvoir inciter des institutions de finances islamiques étrangères à venir demander un agrément. Mais hmm, là, on bute sur plusieurs problèmes. Le premier, c'est que la finance en Europe, pour inciter une institution de finance islamique étrangère à venir en Europe, c'est difficile, puisque les marges sont faibles. Et donc, il faut du volume. Mais pour hmm, capturer beaucoup de volume, il faut une mise de fonds initiale, donc un investissement en capital qui soit gigantesque. Par conséquent, on ne peut pas approcher de petites institutions financières islamiques à l'étranger, il faut aller chercher des institutions financières de grande taille. Le marché oui. européen est extrêmement compétitif, extrêmement dur et pas forcément rentable. Hmm, C'est la première contrainte. Donc une contrainte de concurrence, de compétitivité et de faible marge. La deuxième contrainte, c'est l'image de l'islam en France et en Europe d'une manière générale, qui a été très écornée par les 20 dernières années de euh, concurrence symbolique, puis de violence politique, puis d'incompréhension culturelle entre les deux rives de la Méditerranée et l'Orient et l'Occident. Ce qui fait qu'en définitive, l'économie, qui est censée être politiquement neutre, s'en trouve impactée. Aujourd'hui, venir faire de la finance islamique en Europe par un acteur étranger qui serait un pure player, c'est prendre un risque d'image et un risque symbolique important. oui. Voilà, et donc ça se travaille en amont. C'est très très long, c'est très très fastidieux. Et quand on fait le couplage d'une attractivité économique relativement faible de l'Europe pour l'industrie financière et un risque d'image important à s'installer ici en étant vilipendé, voire pointé du doigt, voire clairement accusé de communautarisme et que sais-je encore, ce qui n'est absolument pas la réalité du business, c'est davantage des fantasmes politico-médiatiques, ben, on se retrouve dans une difficulté assez considérable de convaincre des acteurs étrangers de venir chez nous. Mais attention, Hmm, il y a aujourd'hui une voie de sortie, c'est la banque digitale. Donc, pour faire simple, qu'est-ce qui serait idéal? Ce qui serait idéal, ce serait l'émergence en Europe d'une banque islamique, bien évidemment, totalement dématérialisée. Pour gagner en compétitivité, pour gagner en modernité et pour maintenir une visibilité essentiellement électronique et pas une visibilité physique. Et à ce moment-là, on aurait la place en Europe pour l'émergence d'une finance islamique affinitaire, techniquement et technologiquement hyper mature, pour une clientèle particulièrement ciblée, avec une vocation d'efficacité technique et digitale. Et c'est exactement ce sur quoi nous sommes en train de travailler avec les camarades spécialistes de la finance islamique en France. Nous avons des pistes. Ça ne veut pas dire que ces pistes vont aboutir à quelque chose de tangible, mais en tout cas, c'est exactement la proposition de valeur que nous faisons à nos amis. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, Golfiote. Voilà, pour répondre à ta seconde question qui était très subtile.
Je te remercie, Anouar, pour ta réponse très claire. Quand tu parles de finance, de banque digitale, on ne parle pas de néobanque, même si le terme néobanque, je crois qu'il est plus trop utilisé, mais on ne parle pas de ce qu'on entend, genre N26, Revolut, on ne parle pas de ce type de banque-là, on parle de vraies banques, mais qui soient digitales. Exactement, exactement, parce que là aussi, si un acteur de finance islamique arrive en Europe, on sait qu'il y a le passeport européen, donc on a accès à une vingtaine de marchés immédiatement, hein, sans frontières. Et il y a une promesse que fait cette institution aux clients. Et cette promesse, c'est de les bancariser à 360 degrés. N26, Revolut, toutes les néobanques qui n'ont de banque que le nom, en l'occurrence, puisque ce sont en l'occurrence et d'un point de vue réglementaire des établissements de paiement, ne proposent que des paiements. Ils n'ont pas le droit D'accord? de faire bien plus que ça. Exactement. Or, lorsque l'on demande aux communautés musulmanes en France et en Europe ce dont elles ont besoin qu'on finance leur existence, et notamment la résidence principale, la maison. Et donc, un établissement de paiement ne peut pas faire ça. Il doit avoir non pas un agrément d'établissement de paiement, de DP, mais un agrément de banque pour pouvoir faire du crédit Sharia compliant, faire du crédit islamique, notamment pour l'accès à la propriété Hmm. immobilière. Et c'est la clé de tout. Et à partir du moment où un ménage est financé par une banque islamique pour accéder à la résidence principale, tous les autres produits, donc le compte courant, le compte d'épargne, la carte de paiement, l'assurance, parce qu'il y a un certain nombre d'assurances qui sont obligatoires en France, la responsabilité civile pour un certain nombre d'activités professionnelles, l'assurance pour le crédit immobilier, l'assurance dommage pour la maison, les assurances scolaires, l'assurance auto. Tous ces produits deviennent des produits packagés qui gravitent autour du produit principal, qui est le financement immobilier. Et ça, un établissement de paiement, quand bien même serait-il islamique, ne peut pas le faire. Il faut donc un agrément bancaire, mais ça suppose beaucoup de fonds propres. Ça suppose une injection de capital initial qui est considérable. Voilà. Et c'est ça qui est le principal problème, c'est d'inciter, de convaincre nos partenaires internationaux à venir s'installer avec une mise de fonds très importante pour obtenir un agrément bancaire islamique en Europe. Techniquement, aucune difficulté. C'est davantage sur les éléments économiques, culturels, médiatiques et symboliques où le bas blesse. Mais techniquement, on peut le faire, il n'y a aucune difficulté. Hmm. Quand tu parles de fonds propres, de mise de départ, pour avoir une idée un petit peu, c'est quoi le type d'investissement nécessaire pour l'ouverture d'une telle banque? C'est un investissement en plusieurs phases. Pour répondre très très précisément à ta question, il faudrait commencer en toute logique commencer par un établissement de paiement avec des fonds propres de l'ordre de 5 millions d'euros. Donc ça, c'est pour commencer. Tout simplement pour identifier les clients, leur ouvrir des comptes et mettre à leur disposition deux choses, une carte de paiement et des virements. Hmm. Exactement la stratégie de N26. Ouais. Ensuite, passer d'établissement de paiement à banque. Mais C'est le plus dur. passer d'établissement de paiement à banque, l'ordre de grandeur en termes de taille de fonds propres, on passe de 5 millions à 250 millions. C'est plus du Hmm. tout les mêmes échelles. Et pour pouvoir bancariser ne serait-ce que 10% des ménages musulmans en France, il faudrait avoir des fonds propres de l'ordre de 2 milliards. Donc 5 millions, 250 millions, 2 milliards. Euh, on voit bien là que tout le monde ne peut pas faire ça. Ouais. Il n'y a qu'un nombre extrêmement limité de contreparties possibles susceptibles de le faire. Hmm. Voilà. Mais ça pourra certainement pas venir des musulmans en France. Pas pour l'instant. Ça pourrait le devenir parce que si on pousse la logique encore plus loin et qu'on fait de la prospective à beaucoup plus long terme, admettons une banque islamique arabe ou malaisienne ou indonésienne ou que sais-je vienne s'installer en France, elle peut commencer les deux premières étapes. Une première mise de fonds initiale de 5 millions, puis augmenter le capital à 250 millions. Elle peut le faire toute seule. Mais une fois qu'il faut faire passer le capital de 250 millions à 2 milliards, pourquoi le faire sur ses propres deniers? Il suffit de coter la banque à la bourse et d'ouvrir le capital à l'épargne publique. Et à ce moment-là, inviter les musulmans de France, les musulmans d'Europe et les musulmans du monde à souscrire au capital de cette entreprise.
Oui, Hmm. certes, le sponsor initial sera dilué, mais l'objectif de taille sera atteint. En économie, croisant mes longues études en la matière, il n'y a pas de free lunch. On ne peut pas tout avoir. Hein, si on veut atteindre la taille, il faut ouvrir le capital. Si on veut conserver le contrôle, on reste petit. Mais si on veut atteindre 2 milliards de fonds propres, il suffit d'ouvrir le capital à, à la bourse, en cotant l'entreprise sur le marché et en faisant appel public à l'épargne par souscription de fonds propres, comme D'accord. la plupart des entreprises ont fait. Ça fait sens. Les musulmans participeraient eux-mêmes à créer ces produits financiers. Et en plus de ça, ça serait un investissement pour eux parce qu'ils pourraient revendre leur part si l'entreprise grossit. Oui, Euh, donc effectivement, et ça paraît intéressant. Il y a eu des initiatives qui ont été menées d'ouvrir des banques islamiques en France. oui. Mais à chaque fois, les initiatives ont achoppé. Certes, alors je vais mettre ça dans plusieurs catégories. Les initiatives qui ont mené à un échec. Une catégorie d'initiatives qui ont échoué, c'est parce que l'actionnaire de référence, le sponsor, n'avait pas toutes les caractéristiques que le régulateur souhaitait. Trop petit, pas assez spécialiste de l'industrie financière, pas suffisamment de garanties de fonds propres. Voilà. Donc des institutions trop petites, mal connues, qui n'ont pas pignon sur rue ou pas une taille suffisante ou une expérience suffisante. Ça, c'est la première chose. Deuxième raison pour laquelle un certain nombre de dossiers n'ont pas pu aller au bout, c'est qu'ils étaient techniquement mal ficelés parce qu'ils sont arrivés trop tôt. Troisième raison pour lesquelles un dossier ne convient pas, on se rappelle, hein, à l'ère président Sarkozy avec Madame Lagarde, on a essayé de mettre ensemble le groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, et qui est un mastodonte, hein, qui est un géant, avec la toute petite Qatar Islamic Bank. Et là, les deux entités n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un modèle d'affaires susceptible de fonctionner correctement en France et ça n'a rien donné. Donc là, je dirais que c'est une incompatibilité d'humeur entre deux sponsors qui sont trop différents l'un de l'autre. Et puis enfin, des projets qui étaient techniquement bien ficelés, mais qui n'ont pas trouvé preneur en matière de fonds propres. C'est-à-dire Mhm. qu'il n'y avait pas cet actionnaire de référence que le régulateur français, la CPR en l'occurrence pour ne pas le nommer, appelle de ses voeux. Donc voilà. Et donc on voit bien qu'il faut plusieurs choses pour qu'un dossier réussisse. Un, il faut qu'il soit techniquement impeccable. Deux, il faut que les fonds en jeu soient significatifs aujourd'hui et demain. Et trois, il faut que le sponsor ou les sponsors soient crédibles, sérieux, eux-mêmes agréés en tant qu'institution financière dans leur économie d'origine, de départ, et avec une volonté ferme de contribuer à l'économie française et européenne. Et ces trois conditions sont nécessaires. Si une manque, le dossier ne sera pas éligible. D'accord. Ces tentatives-là, c'était des banques qui ont essayé directement d'obtenir la licence d'établissement de crédit sans passer par devenir des agents prestataires de paiement comme les néobanques N26 Oui, tout à Revolution. fait. Hmm. Tout à Donc, fait. en fait, C'était la il grande y a deux mode. voies, il y a deux voies du coup pour devenir une banque. C'est soit acquérir les licences, avoir les licences petit à petit, en commençant par la plus facile, soit devenir une banque directement, mais ça demande beaucoup plus de De ressources. moyens. Ouais. Oui, exactement. C'est exactement ça. D'accord, j'ai bien compris. Écoute, on approche de la fin, hein. Je vais finir par quelques questions, Inch'Allah, pour terminer l'interview. On voit que tu es très actif, Machallah. Donc, tu es très motivé, toujours à l'affût d'opportunités, de connexions, de projets, etc. Pour toi, c'est quoi la réussite? Hmm. Alors, c'est très personnel comme réponse à cette question, parce que chacun aura une réponse différente. Oui. Euh, pour moi, c'est la combinaison de plusieurs choses. D'abord, ne jamais s'ennuyer dans ce qu'on fait, c'est-à-dire continuer à trouver à la fois du plaisir, de la motivation, de l'énergie dans le fait de servir ses clients, être à la disposition de ses collaborateurs et continuer à s'enthousiasmer pour ces sujets. Et à chaque fois, je vais essayer de te donner un exemple. Là, au Cameroun, nous sommes en train de contribuer avec un groupe de partenaires camerounais à l'émergence de la première banque islamique camerounaise, 100% Sharia compliant.
J'ai Mhm. 47 ans, ça fait 22 ans que je fais ce job. Et à chaque fois qu'on me demande de contribuer à une nouvelle banque islamique, c'est comme si j'avais 25 ans. Ça Mhm. m'excite, ça me fascine et je me projette dans l'avenir en me disant, lorsqu'on va inaugurer la première pierre et couper le petit ruban rouge ou vert qui va être la pierre d'édifice de la première agence, eh ben, mon cœur va battre et j'aurai ce sentiment incroyable du travail accompli, de la fierté d'avoir contribué à ça. Ça, c'est la première chose. Donc, ne pas s'ennuyer, s'enthousiasmer. Deux, ne jamais, ne jamais ressentir de ressentiment, de frustration, de déception ou de colère face à un échec. Je sais que c'est très, très difficile. Le problème, c'est qu'en France, dans le cursus scolaire et ensuite, a fortiori, dans la trajectoire professionnelle, on ne tolère pas l'échec. On ne capitalise et on ne comptabilise que les succès. Mhm. Et en cela, moi, je suis très anglo-saxon. On apprend davantage de ses échecs que de ses succès. Et il faut être fier de ses échecs autant qu'on est fier de ses succès. Et le problème, c'est qu'en France, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est culturel ou une habitude un petit peu malsaine, de, d'identifier des échecs comme des faiblesses. C'est pas vrai. Donc je dirais, dans une trajectoire professionnelle, oui, il y a des échecs, il faut les assumer, il faut les déconstruire, les comprendre, éviter de les répéter, mais ce sont des sources fondamentales et extraordinaires d'apprentissage, de telle sorte à grandir. Troisième chose, Juste c'est... pour rester Oui, par rapport aux échecs, est-ce que toi, tu as eu oui. des gros échecs qui t'ont... Ah oui, 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 Ouais. oui, 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 j'ai créé avec mon ami Amar Dabour et avec le soutien de Deloitte une banque islamique au Luxembourg. Mhm. Euh, au dernier moment, le sponsor saoudien qui était l'actionnaire de référence de cette institution euh, jette l'éponge en raison d'une fraude qu'elle a subie en interne. Donc, c'était pas Mhm. lié à nous, ni à Deloitte, ni au Luxembourg, ni à la CSSF, le régulateur luxembourgeois. C'était lié à des problèmes internes de cette institution saoudienne. Et pour des problèmes internes, ils nous ont juste laissé tomber. Mhm. Je te cache pas, j'en ai ressenti de la frustration, de la colère. C'est pour ça que je te parle de frustration, de colère, de ressentiment. J'ai le sentiment qu'on n'avait pas, et on n'est pas, on n'a pas travaillé assez vite. Si on avait travaillé plus vite, ben, on n'aurait pas eu ces problèmes-là. On aurait eu notre agrément et on aurait été peut-être l'institution la plus robuste du groupe saoudien en question. On aurait peut-être aidé le groupe à passer cette mauvaise étape, à surmonter cette mauvaise passe. Mais j'ai eu le sentiment qu'on a été lent, parfois paresseux, parfois un petit peu pusillanime, voire bureaucratique, et qu'on a perdu du temps. Et cette perte de temps, cette procrastination nous a valu de ne pas recevoir notre agrément. Mhm. Et passer cette période-là avec un peu de recul, on se dit, bon, c'est pas grave, on va recommencer. On va recommencer. C'est juste, c'était pas notre moment. Voilà. Troisième chose, garder en tête que, et ça encore, c'est extrêmement personnel, on peut penser différemment, que ce sont les institutions qui sont au service des humains et pas l'inverse. À partir du moment où on considère que les êtres humains sont au service des institutions, une banque, une compagnie d'assurance, que sais-je, euh, l'économie devient déshumanisée et on se retrouve tous dans une posture de comptable, alors Mhm. que alors que les institutions sont au service des gens. Les gens, c'est fondamental. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas modéliser. C'est une combinaison d'ambition, de sentiments, d'émotions, de rationalité plus ou moins limitée, de désir. Et par conséquent, la matière humaine, il faut lui donner suffisamment de temps, suffisamment d'abnégation et suffisamment de courage. En faisant cela, alors
une trajectoire professionnelle devient à la fois passionnante et pas simplement une source de rendement économique une fois par mois et le reste du temps une source de contrainte émotionnelle. Voilà, je dirais, Hmm. à 47 ans, les trois leçons que je peux entrevoir, j'en ai encore d'autres à apprendre évidemment, mais que je peux Ouais, entrevoir de ma petite carrière. d'accord. Euh, Est-ce que, à travers toute ton expérience professionnelle, tes différentes expériences, euh, à quel point la spiritualité a joué un rôle, à quel point l'islam a joué un rôle? Est-ce que il y a eu des tournants par rapport à ça? Est-ce que ça a joué un rôle fondamental? Fondamental dès le départ. Moi, je peux le dire sans embâge et euh, sans amalgame quelconque. Moi, j'ai toujours été extrêmement croyant, toujours animé par la volonté de, d'être le plus proche possible de mon humble lecture de ce que sont les textes sacrés et la spiritualité qui les traverse et qui me semble très œcuménique parce que quand on lit les textes des trois grandes traditions religieuses monothéistes, mais aussi Platon et son disciple Aristote, on se rend compte que assez facilement que au-delà des rites, des rituels, des postures, des langues, la spiritualité monothéiste converge vers quelque chose de grandiose. Et pour moi, il était inconcevable de d'organiser cette espèce de ségrégation radicale entre euh, ce qui relève du personnel et de l'intime et ce qui relève du professionnel. Donc, quelque part, j'ai toujours cherché à allier les deux. Et quand j'ai eu la chance, et encore une fois, je le répète, ça peut sembler très bizarre et à toi-même et à tes auditeurs que ma trajectoire dans le monde de la finance islamique ait été le résultat euh, d'un coup de chance. Il s'avère que lorsque cette opportunité émerge, il, pour moi, c'était une évidence. Il fallait que Hmm. je fasse ça. Quand on m'a dit il faut t'occuper du Moyen-Orient et des institutions de finance islamique, j'ai pas hésité, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Pour moi, c'était ma place. C'est là que je devais être. Hmm. C'est là que tu voulais avoir Voilà. une contribution. Oui. Et donc, la convergence euh, oui, mon sens profond du divin, j'ai toujours été extrêmement croyant, je le suis toujours, et mon activité professionnelle et ma vie privée, tout ça a convergé sans que je l'ai cherché, et pourtant ça a convergé. Mais le jour où ça vient, il faut pas lui tourner le dos. Le jour où cette Hmm. opportunité émerge, il faut pas lui tourner le dos, il faut simplement l'embrasser à bras le corps avec le sourire de l'âme. Très bien. Anouar, est-ce que tu as des routines qui t'aident à garder l'énergie, à progresser? Tu parlais plutôt de te lever tôt. Quelles sont tes routines, tes petits secrets? Le premier, c'est effectivement, je considère que les premières heures du matin sont les plus riches euh, à tout point de vue, y compris sur le terrain professionnel. Première routine. Deuxième routine, sport tous les jours. Euh, Quand j'étais petit, comme beaucoup de Marocains, j'ai voulu être footballeur. D'ailleurs, j'ai joué au FUS de Rabat, hein, l'un des deux clubs de Rabat, jusqu'à assez tard dans mon adolescence. Mhm. Mon frère était en sélection nationale cadet, donc on, on fantasmait sur les joueurs de foot des années 80. Hein, tu vois, Ouais. l'équipe nationale marocaine de 1986 qui a fait un tabac à la Coupe du Monde du Mexique, emmenée par notre numéro 10, Timoumi. Donc nous, on voulait ressembler à ces gens-là. Voilà, donc sport tous les jours, on a gardé ça, mon frère et moi, on a gardé ça C'est quoi ton quand on sport? était Tu petits. cours? Tu fais quoi? Oui, 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 à 47 ans, on tape beaucoup moins dans le ballon. On court, un petit peu de musculation. Voilà, c'est des sports de vieillard. Et, Tu me la dis pas ça parce que cardio, c'est ce que je fais, hein. Je cours beaucoup. cardio, muscu. Oui, mais toi, c'est avec un degré d'intensité qui n'est pas le nôtre. Euh, voilà, donc ça, c'est très, très important, garder une hygiène de vie
Et puis troisième chose, c'est même quand on est au boulot, essayer en permanence de faire preuve de curiosité intellectuelle, c'est-à-dire dans le cadre de son travail et un petit peu en dehors, essayer de rester au contact de la production scientifique dans le champ d'expertise qui est le mien, économie, finance. Moi, je lis énormément d'articles scientifiques, de bouquins scientifiques. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai accepté de diriger le labo de Financial Business School, parce que ça me permet aussi de piloter des contributions scientifiques, des articles que j'écris Mhm. soit moi-même, soit que je commande à des chercheurs autour de moi. Voilà, donc il faut garder cette espèce d'hygiène intellectuelle. C'est un peu du sport, mais intellectuel. Voilà. Tu Donc je t'informes dirais, principalement, les oui. magazines principaux que tu suis, c'est quoi? Alors je lis la presse généraliste, francophone, mais aussi arabophone et anglophone. Certains articles en détail, d'autres de manière plus transversale. En termes de relations internationales, j'aime beaucoup les publications de Stratfor. Donc c'est une publication américaine qui fait de l'analyse stratégique et de l'intelligence stratégique pour savoir quelles sont les grandes tectoniques qui animent le monde contemporain. En matière de finance, en langue française, la revue Banque, très intéressante en matière de vulgarisation, et la revue d'économie financière, un petit peu plus poussée en matière en termes de contenu. Donc la Mhm. REF et la revue Banque en français, c'est très très bien. Et puis en matière de quotidien économique, j'aime beaucoup le Financial Times et le Wall Street Journal. Voilà, grosso Ok. modo, ce sont mes routines intellectuelles. Ça, c'est plutôt en fin de journée. Le matin, c'est davantage euh, orienté vers méditation, spiritualité, prière. À midi, en général, je fais mon sport. Et puis le soir, je lis ma presse. Voilà, on peut le faire dans un ordre inverse, hein, mais Ouais. voilà, ça, c'est mon ordre à moi. Chacun fait son petit truc. Est-ce que tu as un ou deux livres à recommander qui t'ont particulièrement marqué? Théorie générale de la monnaie de John Maynard Keynes. C'est un bouquin qui a complètement changé ma vie en termes de compréhension de l'économie, donc des politiques économiques. C'est la théorie générale, comme on dit chez nous. Je dirais Mhm. ça, c'est sur le terrain, l'économie. Je pense, s'il y a un bouquin d'économie à lire, c'est celui-là. À mon avis, John Maynard Keynes est le meilleur économiste de tous les temps. Mhm. Euh, voilà, absolument génial. Et puis, je dirais sur la compréhension du monde moderne dans lequel on vit aujourd'hui, à la fois sur le terrain sociologique et politique, je dirais le tome 2 de La démocratie en Amérique de Alexis de Tocqueville. Le tome 1 de La démocratie en Amérique, c'est un ouvrage que Alexis de Tocqueville, noble, français, normand, euh, issu de la Révolution française, a écrit sur le bateau qui l'emmenait vers les États-Unis comme étant sa compréhension de ce que serait l'émergence d'un monde démocratique. Ok. Euh, En revanche, le tome 2, c'est l'ouvrage qu'il a écrit, donc la suite, qu'il a écrite sur le bateau du retour, quand il a Mhm. fait l'expérience in situ de ce qu'est l'individualisme démocratique dans une société moderne. Et il D'accord. voit tout de suite que cet individualisme démocratique va devenir la norme de référence dans le monde entier, y compris en Europe. Et il suggère un certain nombre de prophéties, les fameuses prophéties de Tocqueville, qui vont l'amener à réfléchir à ce que sera le monde du 19e et du 20e siècle, dans lequel on baigne encore aujourd'hui. Et donc, je dirais que en sociologie politique, tome 2 de la démocratie en Amérique est un must, c'est une nécessité. Et en économie, la théorie générale de John Maynard Keynes est un must aussi. Équipé de ces deux livres, à mon avis, on a une compréhension de la manière dont fonctionne notre société occidentale aujourd'hui qui est particulièrement aguerrie et affûtée. Voilà, donc je conseillerais les deux là. Super, excellent. Bah écoute, je les rajouterai à ma liste de lecture, ça a l'air hyper intéressant. Anouar, dernière question. Si un auditeur ou une auditrice a une question à te poser, ou te poser une question, est-ce que c'est possible? Bien sûr, soit directement, il est facile de trouver mes coordonnées sur LinkedIn ou ailleurs, soit en passant par toi. Mhm. Surtout, n'hésitez pas
À mon âge, on fait beaucoup de coaching, d'accompagnement, d'éducation et de formation. C'est pour ça que j'ai toujours un pied à l'université et en école de commerce. Donc, on répond volontiers aux questions des plus jeunes, des moins jeunes, avec toujours un grand plaisir. Super. S'il y a des liens que tu souhaiterais que je mette en description, tu pourrais mettre la Business School, Islamic Business School de Paris. Est-ce qu'il y a d'autres liens que je peux mettre? Euh, non, je crois que c'est là que ça se passe, à la fois en termes de publication, mais aussi d'enseignement et de pédagogie. Donc, Financia Business School, master de finance islamique. Il y a beaucoup de choses sur le site. Faut pas hésiter à les consulter, notamment les cahiers de recherche. Et Mhm. puis, nous contacter pour des questions plus précises. Vous avez cohorte, comment on dit, une cohorte par an. Vous avez une classe de 25 élèves toujours par an Exactement. Ça commence en septembre. Exactement. Ça commence en septembre. C'est un programme d'un an avec un voyage de découverte et d'études à Dubaï, en général au printemps. Super. Merci beaucoup, Anouar. C'était vraiment passionnant comme échange. J'ai appris beaucoup de choses et c'est le genre les perles un peu cachées en France, des gens qui ont des parcours incroyables, qui font des choses vraiment super passionnantes qu'on voit pas assez, qui pourraient inspirer beaucoup de nos confrères et de nos consoeurs musulmans. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Je demande à Dieu qu'il te mette la baraka dans tes projets, qu'il t'aide à atteindre tes projets, que t'aides toujours à te surpasser et à progresser et à faire ce que tu aimes faire. Amin, Rabbal Alamin. Merci beaucoup pour tes vœux et pour ce moment très, très, très agréable en ta compagnie. À bientôt. Wassalam. À bientôt. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.